Moi, Nicolas, 33 ans, et ma petite amie Amandine, 29 ans, nous étions ensemble depuis 2 ans. On s'était rencontrés parce que son Audi avait décidé de s'autodétruire sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A7. Fin de service de nuit à l'aéroport de Lyon-Bron, j'ai vu une Audi blanche immobilisée sur le bas-côté. Une femme fixait son téléphone comme s'il l'avait personnellement trahi. Sa courroie d'accessoires s'était transformée en confetti. J'en avais une de rechange dans mon utilitaire parce que je suis ce genre de gars. Je répare des avions pour gagner ma vie, mécanicien-chef dans un aérodrome régional. Je passe mes journées à diagnostiquer des systèmes hydrauliques et à traquer les gremlins électriques pour que les avions ne tombent pas du ciel. Le travail exige de la précision et une tolérance zéro pour les bêtises. On ne peut pas charmer un turboréacteur. Soit il fonctionne, soit il ne fonctionne pas. Et s'il ne fonctionne pas, on trouve pourquoi et on répare. 15 minutes plus tard, elle était de nouveau sur la route. Elle m'a invité à dîner pour me remercier correctement. Elle disait que j'étais d'une authenticité rafraîchissante par rapport aux hommes qu'elle fréquentait d'habitude. J'aurais dû demander à quoi ressemblaient ces hommes. 6 semaines plus tard, elle avait besoin d'aide pour son déménagement. 3 mois plus tard, sa voiture avait besoin d'une réparation qu'elle ne pouvait pas se payer. 6 mois plus tard, elle a perdu son emploi et a eu besoin d'aide pour son loyer. Avance rapide de 2 ans, et nous faisons notre routine habituelle. Ses amis, un lounge bruyant, et moi jouant le rôle du petit ami de soutien. Ce jeudi soir-là, Amandine racontait une histoire sur un client qui remettait en question sa commission d'agent immobilier. Ses mains s'agitaient, son rire perçait à travers la musique du renard de bronze. Des ampoules Edison partout et des mocktails sophistiqués qui coûtaient plus cher que mon déjeuner. Elle a eu l'audace de me demander le détail des frais, disait Amandine en levant les yeux au ciel. Comme si les données du marché ne parlaient pas d'elles-mêmes. Ses amis, Chloé et Léa, hochaient la tête comme si elles venaient de résoudre la faim dans le monde. La main d'Amandine a trouvé mon bras, ses ongles s'y enfonçant légèrement. Mon signal. Nicolas comprend, n'est-ce pas chérie? Ça a l'air frustrant, ai-je dit. Elle a rayonné. J'avais dit la bonne chose. Mais j'avais déjà entendu cette histoire exacte 2 fois. Une fois devant des plats à emporter, une fois pendant que je faisais sa vaisselle. Je lui avais même suggéré de créer un résumé de valeur d'une page pour les clients. Elle avait balayé l'idée comme si j'avais suggéré qu'elle apprenne la danse contemporaine. C'était notre routine. Quand elle s'est fait licencier il y a 1 an et demi, j'ai couvert son loyer pendant 6 mois, j'ai payé 2 fois ses mensualités de voiture, j'ai cuisiné tous les repas, je l'ai conduite à ses entretiens. Quand elle a enfin décroché un poste dans une nouvelle agence, nous avons fêté ça dans ce même lounge. Elle a levé son mocktail à la framboise comme si nous avions gagné quelque chose ensemble. J'avais aussi remboursé sa carte de crédit une fois. 2200 € qu'elle avait accumulés en vêtements pour des événements de réseautage qui ne semblaient jamais avoir lieu. Elle avait promis de me rembourser, ne l'a jamais fait, n'en a plus jamais reparlé. J'ai arrêté d'en parler aussi. Plus tôt cette semaine-là, elle faisait défiler son téléphone chez moi. Une vidéo d'un couple en pyjama assorti préparant le petit déjeuner. Elle avait ricané, mon Dieu, imagine être aussi banal. Juste exister dans la même bulle ennuyeuse pour toujours. J'étais juste là, en train de préparer des œufs brouillés dans mon appartement. Elle n'a même pas levé les yeux. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Julien demandant si je voulais l'aider à changer la transmission de sa camionnette ce week-end. Du vrai travail. Des problèmes concrets qu'on peut résoudre avec ses mains. Ouais, j'en suis, ai-je répondu. Oh, c'est qui? Amandine a tenté de saisir mon téléphone. Je l'ai écarté. Juste Julien, on prévoit un truc. Burke, toi et tes trucs de garage graisseux. Elle souriait, pourtant. Ça faisait partie de notre routine. Chloé, son amie, à son 3e mocktail trop cher, s'est penchée en avant avec cette lueur dangereuse que les gens ont quand ils sont sur le point de dire quelque chose d'idiot. Vous savez, vous deux, vous êtes vraiment solides. C'est presque dégoûtant tellement vous êtes mignons, a-t-elle gloussé. Jean, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ce gars va enfin te passer la bague au doigt? La question est restée suspendue comme une grenade dégoupillée. Léa a arrêté de sourire. Chloé a soudainement trouvé son verre absolument fascinant. Le bras d'Amandine autour du mien s'est raidi. Il y a 7 mois,
en revenant de chez ses parents dans le Beaujolais, elle avait pris ma main et dit « Je nous vois vraiment faire ça pour toujours, tu sais ?» J'avais serré sa main. Je le pensais quand j'ai répondu « Moi aussi ». Maintenant, je regardais son visage, attendant la suite. La rougeur. La pression sur mon bras qui signifierait peut-être bientôt. Au lieu de cela, Amandine a laissé échapper un rire. Sec, froid. Le genre de rire qui vous dit exactement qui est vraiment quelqu'un. Elle a retiré son bras et a pris son verre. Elle a bu une longue gorgée, les yeux sur le verre, pas sur moi. Mon Dieu, a-t-elle dit, j'espère jamais. La musique a semblé disparaître complètement. Amandine a posé son verre et s'est penchée en avant, baissant la voix comme si elle partageait le ragot le plus croustillant de sa vie. Il est rassurant, c'est un amour total. Mais l'épouser. Elle a soufflé de l'air entre ses lèvres. Pur mépris. Je préférerais mourir plutôt que d'être piégé dans cette petite vie ennuyeuse. J'ai vu mon appartement dans ma tête. Celui où elle gardait un tiroir de vêtements. L'étagère de la salle de bain remplie de ses produits. Le coin du placard rempli de ses chaussures. Toutes les façons dont elle s'était étalée dans mon espace tout en me traitant comme un bruit de fond. Amandine, a sifflé Léa. Trop tard, Amandine était lancée. Elle m'a regardé, pas avec culpabilité, mais avec cet amusement suffisant. Comme si j'étais dans la confidence de la plaisanterie. Je veux dire, réfléchissez-y. La gentille petite maison, le gentil petit jardin, le regarder bricoler des pièces d'avion graisseuses tous les week-ends. Elle a frissonné dramatiquement. J'étoufferais. Littéralement. Tout est devenu très clair, très vite. Je pouvais revoir chaque moment. Elle pleurant dans ma cuisine après son licenciement en disant « Qu'est-ce que je ferais sans toi ?» Elle levant son verre ici, les larmes aux yeux en disant « À mon roc ». Elle chuchotant « Tu es mon pour toujours » sur mon canapé. Tout était répété. À chaque fois. On ne diagnostique pas un moteur en marche. On coupe le contact, on prend du recul et on analyse le problème. Chloé avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Léa étudiait la table comme si elle contenait les secrets de l'univers. Le sourire narquois d'Amandine a vacillé juste un peu. Mon rythme cardiaque n'a même pas bougé. Juste un mécanicien qui vient enfin de trouver la pièce défectueuse. J'ai souri. Pas d'amertume, pas de colère. Le sourire de quelqu'un qui vient de comprendre exactement ce qu'il a devant les yeux. J'ai pris mon ginger ale, je l'ai vidé, j'ai posé le verre vide sur la table avec un léger tintement. Je me suis levé, j'ai sorti mon portefeuille, j'ai posé un billet de 50 €. Fin de la conversation. Nicolas, sa voix a couiné. Où vas-tu? Ne sois pas si sensible. C'était une blague. Ça n'a pas pris. Rien de tout cela ne comptait plus. Je suis passé devant le bar, devant les groupes qui riaient, devant l'hôtesse d'accueil. L'air frais de la nuit a frappé mon visage. Ça sentait la pluie, les pots d'échappement de la ville et quelque chose de totalement nouveau. Derrière moi, faiblement, oh mon Dieu, il s'en va vraiment? Nicolas. Nicolas. Parti. Je n'ai rien entendu. Je n'ai pas couru. J'ai marché jusqu'à mon utilitaire, calme, régulier. Le temps d'arriver chez moi, je savais déjà exactement ce qui devait se passer ensuite. L'appartement était silencieux. Ses talons près de ma porte. Sa tasse tachée de rouge à lèvres près de mon évier. Je suis passé devant tout ça, directement vers la deuxième chambre qui me servait de bureau. Mon espace. Je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Certains gars seraient restés pour se disputer, pour chercher une conclusion, pour l'écouter s'expliquer. Pas moi. On ne répare pas les choses pendant qu'elles tournent encore. On coupe l'alimentation et on traite le problème étape par étape. Phase 1, ségrégation immédiate, ce soir. Changer les mots de passe de tous les comptes financiers. Rediriger les emails personnels vers un nouveau compte privé. Identifier chaque objet lui appartenant dans mon appartement. Phase 2, extraction physique, demain. Rassembler chaque objet qu'elle avait laissé chez moi en 2 ans. Tout étaler, tout photographier, tout mettre en carton, créer une liste détaillée sur mon téléphone. Contacter son ami pour un lieu de dépôt. Phase 3, blackout de communication.
Envoyer un SMS à Amandine avec la confirmation du dépôt. Bloquer Amandine sur le téléphone, la messagerie, les réseaux sociaux. Configurer des filtres de mail pour archiver automatiquement tout ce qui vient d'elle. Bloquer tous les amis qui essaient de servir de messagers. Phase 4, désengagement financier. Annuler les services de streaming partagés. Retirer ma carte bancaire des applications de livraison. Elle ne garde rien de ce qui est à moi. Je garde ma dignité. J'ai travaillé pendant 2 heures d'affilée. Chaque phase avait des plans de secours. Chaque étape avait un calendrier. J'ai programmé des rappels sur mon calendrier pour chaque élément. J'ai consulté mes relevés bancaires pendant que je travaillais. J'ai refait les calculs une dernière fois. En 2 ans, j'avais transféré plus de 19 000 € pour maintenir sa vie à flot pendant qu'elle jouait à avoir une carrière et se plaignait de ses clients. Je n'ai jamais reçu un seul merci qui semblait réel. Elle n'a jamais proposé de partager les frais à 50 centièmes. J'ai commencé à parcourir mon appartement avec un sac poubelle. J'ai ramassé chaque objet qui lui appartenait. Le tiroir de vêtements. Les produits de beauté. Les chaussures. Les chargeurs. La trousse de maquillage. La veste suspendue près de la porte. Les élastiques à cheveux éparpillés sur ma table de chevet. 2 ans pendant lesquels elle s'était étalée dans mon espace comme si elle en était propriétaire. J'ai tout étalé sur le sol de mon salon. J'ai pris des photos de tout. J'ai tout inventorié sur mon téléphone. Chargeur. Trousse de maquillage. 3 paires de chaussures. Vêtements. Articles de toilette. Veste. Bijoux qu'elle avait laissés. Chaque chose documentée. J'ai tout scellé dans 3 cartons. Je n'ai rien écrit dessus. Je les ai juste fermés avec du ruban adhésif. Mon téléphone, face contre le bureau, a commencé à vibrer. Puis encore, et encore. Je l'imaginais chez Chloé. L'écran s'allumant avec son nom. Puis le numéro de Chloé. Puis celui de Léa. Puis le sien à nouveau. Je ne l'ai pas retourné. Vers 1 heure du matin, il a sonné avec un numéro inconnu. Quelque chose m'a poussé à répondre. Pas pour l'écouter. Pour clore officiellement ce chapitre. Nicolas, c'est quoi ce délire? Sa voix était tranchante de colère, avec des fêlures. Tu m'as juste laissé là-bas. Tu m'as humilié devant tout le monde. Elle s'attendait à une dispute, s'attendait à ce que je rentre blessé, à ce que je supplie pour une explication. Mon silence l'a complètement déstabilisé. Je t'épargne juste un sort pire que la mort. J'ai mis fin à l'appel, j'ai éteint le téléphone complètement. Le silence qui a suivi était total. Le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des mois. Réveillé à 5 heures le lendemain matin, revigoré au lieu d'être épuisé. Samedi matin, les cartons étaient empilés près de ma porte, 3 au total. Chaque trace d'Amandine prête à partir. J'ai envoyé un SMS à Chloé depuis mon téléphone. Je suis resté simple. Je dépose les cartons d'Amandine chez toi à 14 heures. Réponds oui si ça te convient. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Oui, je serai là. Parfait. J'ai chargé les cartons dans mon utilitaire à 13h45, j'ai conduit jusqu'à la résidence de Chloé, je me suis garé, j'ai porté les cartons jusqu'à sa porte un par un, je les ai empilés proprement, j'ai pris une photo avec l'horodatage. 3 cartons sur le pas de la porte de Chloé à 13h58. Je suis remonté dans mon camion. J'ai envoyé un SMS à Amandine. Tes affaires ont été déposées chez Chloé à 14h. Photo jointe. J'ai joint la photo, j'ai cliqué sur envoyer. Ensuite, j'ai bloqué son numéro, bloqué Chloé, bloqué Léa, bloqué chaque numéro qui m'avait contacté au cours des dernières 48 heures en son nom. Les SMS avaient déjà commencé ce matin-là avant le dépôt. Phase 1, la colère juste. Tu surréagis, c'était une blague. Mes amis pensent que tu te comportes comme un manipulateur. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Tu vas vraiment m'ignorer comme ça? Tu as quel âge, 12 ans? Phase 2, culpabilité et manipulation mentale. Depuis le numéro de Chloé. Nicolas, c'est Chloé. Écoute, Amandine est vraiment mal.
Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Tu sais comment elle est. Elle t'aime. S'il te plaît, appelle-la. Phase 3, la fausse inquiétude. De nouveau Amandine. Je m'inquiète pour toi. Ça ne te ressemble pas. S'il te plaît, parle-moi. On peut arranger ça. J'ai fait des captures d'écran de tout avant de bloquer, je les ai classés dans un dossier marqué « Documentation ». Les 3 cartons sur le perron de Chloé étaient le dernier lien physique entre Amandine et moi, mais les choses sont devenues compliquées. Mercredi matin, je suis arrivé au travail à 6 heures. J'avais les bras enfoncés dans le moteur d'un Cessna 172 quand mon superviseur m'a trouvé. Nicolas, tu as de la visite au bureau principal. Elle dit quelle est ta petite amie. Ma main s'est arrêtée de bouger. Ex-petite amie. Dis-lui que je ne suis pas disponible. Il a haussé un sourcil mais n'a pas insisté. 10 minutes plus tard, il était de retour. Elle ne veut pas partir, elle fait une scène à la réception. Tu veux que j'appelle la sécurité? J'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Certaines personnes ne comprennent pas les limites tant qu'on ne les trace pas au marqueur indélébile. Je suis allé au bureau principal. Amandine était là. Son mascara légèrement bavant, portant une tenue soigneusement choisie pour avoir l'air débraillée mais toujours séduisante. La réceptionniste avait l'air profondément mal à l'aise. Au moment où Amandine m'a vu, son visage s'est transformé en un soulagement blessé. Nicolas, oh Dieu merci. J'étais tellement inquiète. Tu ne réponds pas à mes appels? Tu as mis mes affaires dans des cartons comme si je n'étais rien. J'ai levé une main, la voix ferme, professionnelle. C'est mon lieu de travail. Tu ne viens pas sur mon lieu de travail. Son expression a vacillé. Confusion, puis défi. Je devais le faire. Tu ne me laisses pas le choix. Tu ne veux pas me parler. Parce qu'il n'y a rien à dire. C'est fini. C'est du harcèlement. Le mot l'a frappé comme une gifle. Les yeux grands ouverts. Harcèlement? Nicolas, je suis ta petite amie. Ex-petite amie. Et tu dois partir. Maintenant, ou je demande à la sécurité de t'escorter dehors. Une larme a roulé sur sa joue. Pile au bon moment. Digne d'un César. Comment peux-tu être si froid? Après 2 ans? J'ai fait un seul commentaire stupide et tu me traites comme un criminel. Je l'ai regardé pendant un long moment. Le commentaire n'était pas le problème. Le problème, c'est chaque jour des 2 dernières années où tu m'as traité comme un meuble qui payait les factures. Maintenant, par s'il te plaît, ou j'appelle la sécurité. Ce sont tes seules options. Son visage a changé, le jeu de la victime blessée s'est fissuré. Quelque chose de plus laid est apparu. Tu vas le regretter, a-t-elle dit, la voix basse. Je t'ai donné 2 ans de ma vie. Tu ne peux pas juste partir comme ça. J'ai souri, sans chaleur. Regarde-moi bien. J'ai tourné le dos, j'ai marché vers le hangar, j'ai entendu ses talons claquer en s'éloignant, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. La réceptionniste a croisé mon regard quand je suis passé. Son expression disait qu'elle avait déjà vu des drames au travail, mais que celui-ci était d'un autre niveau. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit doucement, c'était géré parfaitement. J'ai hoché la tête. Merci. Plus tard cette semaine-là, 2 autres gars de l'équipe de maintenance ont mentionné qu'ils avaient entendu parler de l'incident du hall. Aucun d'eux n'a dit grand-chose, juste un hochement de tête. Un « respect mec » de l'un d'eux. Un pouce levé silencieux d'un autre. Dans un lieu de travail rempli de gars qui réparent des trucs pour vivre, il y avait une appréciation tacite pour quelqu'un qui savait quand quelque chose ne pouvait plus être réparé. Les semaines suivantes se sont déroulées exactement comme on pouvait s'y attendre. Elle a essayé le numéro de ma sœur Margot. Margot, qui n'avait jamais aimé Amandine, lui a dit exactement où aller et l'a bloqué. Elle a essayé Julien. Julien a ri et a dit, il m'a dit ce que tu as dit. Tu as de la chance qu'il soit juste parti. Elle s'est présentée à mon appartement un soir. J'ai vu sa voiture s'arrêter, je l'ai regardée marcher jusqu'à ma porte. Elle a frappé encore, appelé mon nom. Je suis retourné à mon repas, j'ai monté le son de la télé. 30 minutes plus tard, elle est enfin partie, mais pas avant d'avoir glissé une lettre manuscrite sous ma porte. 4 pages d'une histoire inventée, comment elle était stressée,
comment elle ne le pensait pas, comment je l'abandonnais quand elle avait le plus besoin de moi. Je l'ai lu une fois, je l'ai photographié pour la documentation, je l'ai jeté. Elle a appelé la ligne principale du travail en prétendant être de la famille. Elle a envoyé des fleurs avec une carte qui disait « Je suis désolé. S'il te plaît, reviens à la maison ». Elle a même essayé de faire en sorte qu'un de ses clients en immobilier me croise, par accident. Ce dernier point m'a fait rire aux éclats. 2 semaines après avoir rompu, quelque chose a changé. Les nouvelles circulent vite, surtout quand elles sont croustillantes. Julien l'a appris par sa femme, qui l'a appris par une collègue, qui était amie avec quelqu'un de l'agence d'Amandine. L'histoire avait fait le tour. Pas ma version. Je n'avais rien dit à personne, sauf à Julien et Margot. Sa version. Celle où j'étais un homme-enfant émotionnellement instable qui ne comprenait pas l'humour. Mais un truc drôle est arrivé. Une de ses amies a posté ce qui s'était réellement passé et l'a exposée comme menteuse, ce qui m'a bien amusé. Cette amie l'avait toujours détestée d'après ce que je pouvais voir. L'histoire soigneusement construite d'Amandine s'est effondrée de manière spectaculaire. En même temps, son travail a périclité. Toujours distraite, arrivant en retard, perdant des clients parce qu'elle ne faisait pas de suivi, blâmant tout le monde sauf elle-même. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en apprenant cela. C'était comme recevoir un bulletin météo pour une ville où j'avais habité. Notez. Ça n'avait plus d'importance. Ce que j'ai ressenti, c'est à quel point c'était bon d'avoir une vie qui était enfin la mienne. J'ai rejoint le club de moto dont je faisais partie avant Amandine. J'ai passé mes samedis à rouler sur les routes côtières avec 15 autres motards. Le bruit du moteur et l'air marin remplaçant le bourdonnement constant de l'entretien d'une relation. Lors de ma première sortie, un des gars s'est arrêté à côté de moi à une station-service. Il était dans le club depuis des années. J'ai entendu dire que tu avais largué l'ancre, a-t-il dit en faisant le plein. Les nouvelles circulent. Tant mieux pour toi. Tu étais différent quand tu étais avec elle. Plus effacé, plus petit. Content de retrouver le vrai Nicolas. Je n'ai pas su quoi répondre, j'ai juste hoché la tête. J'ai renoué avec Julien. J'ai passé mes week-ends à l'aider sur ses projets. Tous les deux, mesurant 2 fois, coupant une seule, construisant enfin des choses qui comptaient. Ma sœur Margot a commencé à passer plus souvent chez moi. On commandait à emporter et on regardait des mauvais films d'action comme on le faisait avant Amandine. Tu as l'air plus léger, a dit Margot un soir, comme si quelqu'un avait enlevé sa botte de ton cou. Elle n'avait pas tort. Environ 60 kilos de poids mort, plus ou moins. Au travail, j'ai accepté un poste de chef que j'avais précédemment refusé. Le rôle exigeait plus de responsabilités, des astreintes occasionnelles le week-end. Des choses que j'avais évitées avant parce que les week-ends étaient notre moment et que je devais être disponible pour n'importe quelle crise qu'Amandine inventerait. Mon superviseur a été surpris et ravi. J'ai toujours su que tu en avais sous le capot. J'avais juste des problèmes personnels qui me plombaient. J'ai fait le ménage. Il a ricané. Ouais, j'ai vu le problème quand elle a débarqué ici en pleurant. Je comprends pourquoi tu voulais t'en débarrasser. 2 mois plus tard, l'audit de sécurité de l'aéroport est tombé, et notre département de maintenance a fini dans les 5% meilleurs de la région. Mon superviseur s'est assuré que la direction sache qui avait mené l'opération. J'ai reçu une lettre de félicitations dans mon dossier et une prime qui est allée directement sur mon plan d'épargne logement. Je n'en faisais pas plus. J'étais juste enfin capable de fonctionner à pleine puissance. Puis, environ 6 semaines après l'incident du bar, j'ai reçu un email d'une source inattendue. Une secrétaire de l'agence d'Amandine. Une femme discrète qui avait toujours été polie avec moi lors des événements d'entreprise. Objet, je pensais que vous devriez savoir. Nicolas, j'espère que je ne dépasse pas les bornes. J'ai trouvé votre email dans une ancienne liste de contacts. Je voulais vous dire que les gens ici ont compris ce qui s'est réellement passé. L'histoire de blague qu'Amandine racontait n'a pas tenu une fois que quelqu'un qui était réellement dans ce bar a commencé à partager les détails. Elle galère depuis que vous êtes parti. Problème de performance, drame avec les collègues. Les associés l'ont mise sous plan d'amélioration la semaine dernière et elle vous a blâmé publiquement dans la salle de pause. Elle a dit que vous l'aviez sabotée en partant pendant un moment critique de sa carrière. Incident majeur hier. Elle a raté une signature de vente parce qu'elle essayait de vous traquer.
Le client s'est plaint directement aux associés. Ils l'ont licencié ce matin. Je ne vous écris pas pour que vous vous sentiez mal ou bien. J'écris parce que vous avez toujours été correct avec moi et je crois que les gens doivent connaître la vérité. Ce qu'elle a fait était cruel. Ce qui lui arrive maintenant est juste le résultat de ses propres choix. J'espère que vous allez bien. J'ai lu l'email 2 fois. Je n'ai pas ressenti grand-chose, juste comme recevoir des nouvelles d'un endroit où je n'étais plus. Ce que j'ai surtout ressenti, c'était de la gratitude pour cette femme. J'ai répondu par un simple « merci de me l'avoir dit ». Je vais bien. J'espère que vous aussi. Cordialement, Nicolas. Ce que je ne savais pas, c'est que la spirale infernale d'Amandine ne faisait que commencer. Les tentatives désespérées sont venues par vagues. Tentative 1, la carte nostalgie. SMS d'un nouveau numéro. Une photo de nous au mariage d'un ami l'année précédente. Tous les deux sur notre 31. Elle en robe rouge, moi dans le costume que j'avais acheté pour l'occasion. Légende, tu te souviens de ça? Je n'ai jamais été aussi heureuse depuis. Ce qu'on avait me manque. Supprimé sans réponse. Tentative 2, l'ami commun. Elle a contacté un gars nommé David avec qui je prenais parfois un café. David a envoyé un SMS qui avait manifestement été dicté. Et mec, j'ai croisé Amandine. Elle avait l'air vraiment dévastée. Je sais que ça ne me regarde pas, mais vous devriez peut-être au moins discuter. On dirait qu'il y a des choses non dites. J'aimais bien David. Un type bien utilisé comme messager. David, j'apprécie que tu m'écrives, mais elle a dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de m'épouser. En public. En face. Il n'y a rien de non dit. S'il te plaît, ne la laisse pas t'utiliser pour m'atteindre. La réponse de David est arrivée 30 secondes plus tard. La vache, je ne savais pas ça. Oublie tout. Désolé, mec. Tentative 3, l'angle financier. Une lettre est arrivée à mon appartement. Un air officiel, venant d'un avocat dont je n'avais jamais entendu parler. Mon rythme cardiaque a accéléré pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que je la lise. Une mise en demeure prétendant que je devais 6 500 € à Amandine pour « frais de vie commune ». J'ai ri aux éclats. J'ai pris des photos de chaque reçu que j'avais gardé. Chaque chèque de loyer que j'avais fait depuis mon compte pour son logement. Chaque relevé de carte de crédit montrant les factures d'eau, d'électricité, les courses, et son crédit auto que j'avais couvert pendant son chômage. J'ai monté une chronologie montrant que j'avais contribué pour environ 19 000 € de plus qu'elle en 2 ans. J'ai fait réviser le tout par un pote juriste. Il a rédigé une lettre de réponse suggérant poliment que si cette affaire allait plus loin, je serais ravi de fournir la documentation montrant qui devait réellement de l'argent à qui. Et que mademoiselle Amandine devrait peut-être reconsidérer sa position avant d'accumuler des frais de justice qu'elle ne pourrait pas payer. La lettre de réponse incluait aussi un résumé détaillé, 6 mois de loyer à 1 400 €, 2 mensualités de voiture à 380 €, 2 200 € de dette de carte de crédit, les courses, les factures, l'essence, tout documenté, tout à sens unique. Je n'ai plus jamais entendu parler de cet avocat. 3 mois après avoir rompu, tard le soir, je travaillais sur un schéma détaillé pour une moto de collection que je prévoyais de restaurer. Soirée calme. Paisible. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Quelque chose dans l'heure tardive m'a poussé à répondre. C'était elle, et elle s'effondrait. Pas la fausse détresse à laquelle j'avais eu affaire 100 fois auparavant. C'était différent. Quelqu'un qui était enfin à court de rôle à jouer. Nicolas, s'il te plaît. Sa voix était brisée, entrecoupée de sanglots. Je vais être expulsé. Ils ont affiché l'avis sur ma porte. J'ai perdu mon travail. Chloé et Léa ne répondent plus à mes appels. Je n'ai plus personne. J'ai écouté, je n'ai rien dit, je regardais mon schéma. J'ai fait une erreur terrible, la plus grande erreur de ma vie. Elle haletait. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. J'avais peur et j'ai été stupide. J'essayais de faire la maligne devant elle, et j'ai tout détruit. Rien de mon côté. Nicolas, tu es là? S'il te plaît, dis quelque chose. Je ferai n'importe quoi. Je vais changer. Tu es ma moitié. J'ai posé mon crayon. La voix calme, claire,
et totalement vide d'émotion. Tu devrais appeler le 115 ou les services sociaux. Ils ont des ressources pour l'aide au logement. Des gens qui peuvent vraiment aider pour les situations d'expulsion. Silence stupéfait. Puis un son blessé. Quoi? Je n'ai pas besoin d'aide sociale. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas une ressource, Amandine. Je suis une personne que tu as humiliée publiquement. Bonne chance. J'ai raccroché. Tentative 5, l'effraction. Enfin, presque. Celle-là mérite sa propre section parce que c'était vraiment dingue. Environ une semaine après l'appel de détresse, je suis rentré tard d'un service. 23 heures. Fatigué. Je voulais juste manger un truc et m'écrouler. Je suis entré dans ma cuisine, j'ai allumé la lumière, j'ai pris un verre dans le placard, je l'ai rempli d'eau au robinet, j'ai bu une longue gorgée, j'ai posé le verre. C'est là que j'ai entendu une respiration. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. De mon cellier. Je suis resté là une seconde, le verre à la main, mon cerveau essayant de traiter l'info. La porte du cellier était entr'ouverte. Je la laissais toujours fermée. J'ai marché vers elle, je l'ai ouverte d'un coup, et Amandine était là, accroupie entre mes boîtes de céréales et un sac de riz, me regardant comme un raton laveur surpris dans un garage. On s'est juste fixé. Salut, a-t-elle dit, comme si c'était normal. Comme si les gens passaient juste du temps dans le cellier des autres à 23 heures un mardi. Amandine, qu'est-ce que tu fais dans mon cellier? Ce n'était même pas une question. Juste moi décrivant ce que je voyais. Elle a commencé à sortir en trébuchant, renversant un paquet de pâtes au passage. Ses cheveux étaient en bataille. Elle portait un sweat à capuche trop grand et ce qui ressemblait à un bas de pyjama. Une chaussette était à l'envers. Je voulais juste parler. Tu n'as pas ouvert la porte la dernière fois, alors j'ai pensé que si j'étais déjà à l'intérieur quand tu rentrais. Tu es entré par effraction chez moi. La fenêtre n'était pas verrouillée. Ce n'est pas une effraction. C'est juste entrer. Le loquet de la fenêtre de la cuisine jouait depuis que la maintenance l'avait à moitié réparé en mars. Elle m'avait regardé bricoler dessus pendant des mois. Depuis combien de temps tu es là-dedans? Elle a détourné le regard. Un moment. Défini un moment. 4 heures. 4 heures. Elle était restée accroupie dans mon cellier pendant 4 heures, à attendre, au milieu des conserves et des haricots secs, comme une sorte de lutin maléfique. Amandine, c'est littéralement un comportement de folle. Tu comprends ça, n'est-ce pas? On est en plein dans le territoire de l'ordonnance de protection. Non, non, écoute. Elle fouillait maintenant dans la poche de son sweat, frénétique. Je t'ai apporté quelque chose pour te montrer que je suis sérieuse, que j'ai changé. Elle a sorti un truc et me l'a tendu. J'ai regardé. C'était un porte-clés. Un porte-clés de station-service. Un de ces trucs bon marché qu'il garde près de la caisse à côté des briquets. Celui-là représentait un gecko portant des lunettes de soleil avec l'inscription « Accroche-toi » en lettres violettes pailletées. On l'a tous les deux regardé. Ça m'a fait penser à toi, a-t-elle dit faiblement. Un gecko avec des lunettes de soleil t'a fait penser à moi. Tu es résistant, comme un gecko. Je n'avais pas de mots. Aucun. Cette femme était entrée par effraction chez moi, s'était cachée dans mon cellier pendant 4 heures, et son grand geste était un porte-clés à 2 € avec un lézard motivateur dessus. Amandine. Oui. Sors de mon appartement. Mets le gecko. Prends ton gecko et pars. Tout de suite. Par la porte, cette fois. Et si jamais tu reviens, j'appelle les flics. Pas la sécurité, la police. Elle a regardé le porte-clés, m'a regardé. Quelque chose dans son visage a enfin compris que ce n'était pas une comédie romantique. C'était un délit. Elle a traîné les pieds vers la porte, porte-clés toujours en main. Sur le seuil, elle s'est retournée. J'ai vraiment changé, Nicolas. Super. Change ailleurs. La porte s'est refermée derrière elle. J'ai pris une photo de la fenêtre ouverte et des traces de ses chaussures sur mon plan de travail. Puis j'ai fermé la fenêtre, je l'ai verrouillée, et j'ai noté de faire installer de vrais verrous sur chaque ouverture. Je me suis versé un autre verre d'eau. Je l'ai bu debout.
Quelque part sur le parking, j'ai entendu sa voiture démarrer et partir. J'ai envoyé un SMS à Julien, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Sa réponse, et c'est pour voir. Je lui ai raconté. Sa réponse, un gecko. Accroche-toi, ai-je tapé en réponse, en lettres violettes pailletées. Frère, a-t-il répondu. Ouais. Ça résumait bien la situation. Tentative 6, la mer. 2 jours plus tard, un nouvel indicatif régional, j'ai répondu en m'attendant à un appel pro. Nicolas, mon grand? C'est la mère d'Amandine. L'agacement m'a frappé immédiatement. Elle m'avait toujours traité comme un meuble utile. Une fois, elle m'avait demandé de déplacer tout le contenu de son garage pendant le réveillon de Noël, sans même m'offrir une assiette. Madame? Oh, Nicolas. On est tous tellement inquiets pour vous deux. Amandine est juste une fille passionnée, tu sais comment elle est. Tu ne penses pas avoir fait passer ton message? Elle a compris sa leçon. Elle a besoin que tu sois l'homme de la situation. Que tu fasses preuve de grandeur. Elle a fait une pause, attendant mon accord. Elle a eu le silence. Madame? Je suis l'homme de la situation. Et cet homme ne reste pas avec des gens qui annoncent qu'il préférerait mourir plutôt que de l'épouser. Bonne soirée. Je n'ai pas attendu sa réponse bafouillante. J'ai raccroché. Tentative 7, le masque tombe. C'est arrivé le soir même. Un dernier SMS depuis le numéro de crise. Le besoin désespéré s'était évaporé. Il n'y avait plus que de l'amertume en dessous. La vraie elle. Enfin au grand jour. Très bien. Tu n'es qu'un lâche qui ne supportait pas qu'une femme forte dise sa vérité. Tu as toujours été ennuyeux et médiocre. Je m'en sors mieux. Tu m'as rendu service en partant. Amuse-toi bien à crever tout seul. J'ai lu le message. Et pour la première fois depuis cette nuit au bar, j'ai ressenti quelque chose pour Amandine. J'ai trouvé ça drôle. J'ai ri tout seul dans mon appartement silencieux. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai sauvegardé la capture d'écran. Documentation parfaite. La preuve que le sort pire que la mort dont elle avait eu si peur avait été la clé d'une vie qui était enfin la mienne. Mais les tentatives n'étaient pas finies. 5 mois après avoir quitté le Renard de Bronze, Amandine s'est encore présentée à l'aéroport. J'étais dans la zone de maintenance, penché sur un ensemble de pompes à carburant particulièrement récalcitrant, quand mon superviseur est apparu. Elle est revenue. À la réception. La sécurité est déjà sur le coup. Je me suis redressé, j'ai essuyé mes mains. Ni surpris, ni en colère. Juste fatigué de voir la même chose se répéter. Dis-leur que j'arrive dans 5 minutes. Quand je suis arrivé, la réceptionniste était derrière son bureau, l'air stressé. 2 agents de sécurité de l'aéroport encadraient Amandine, qui était en pleine crise de nerfs, sa voix résonnant dans le hall. Je veux juste lui parler. 5 minutes. Est-ce que c'est déraisonnable? Il ne répond pas à mes appels. Il ne. Elle m'a vu. Son visage s'est décomposé de soulagement. Nicolas. Enfin. Dis-leur que c'est bon. Dis-leur que tu vas me parler. J'ai regardé les agents de sécurité. Un gars plus âgé aux cheveux gris, une femme plus jeune avec une tablette. Tous deux m'observaient attentivement. C'est l'ex-petite amie dont j'ai parlé quand j'ai déposé le rapport d'incident le mois dernier, ai-je dit, la voix posée, professionnelle. On lui a signifié qu'elle ne devait pas venir ici. C'est sa 3e tentative. Le visage d'Amandine est devenu livide. 3e? Je ne suis venu que 2 fois, et tu? Elle est venue le 12 novembre, ai-je dit aux agents, a fait une scène à la réception, on lui a demandé de partir. Elle est revenue le 3 décembre et a attendu sur le parking pendant 2 heures. La réceptionniste a documenté les 2 incidents. C'est le numéro 3. La jeune agente prenait des notes. Amandine me fixait comme si j'avais une 2e tête. Tu as documenté ça? Tu as vraiment. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Je l'ai ignoré. Gardant les yeux sur les agents. Je demande à ce qu'elle soit officiellement interdite d'accès au périmètre de l'aéroport. Je ne veux plus aucun contact, et je ne veux plus qu'elle perturbe mon lieu de travail. Nicolas,
Tu ne peux pas être sérieux, a dit Amandine, sa voix montant dans les aigus. Je ne suis pas une criminelle. Je voulais juste parler. L'agent plus âgé s'est avancé. Sa voix était ferme, mais pas méchante. Madame, si le plaignant demande une interdiction de périmètre, nous sommes tenus d'obtempérer. Vous devez partir immédiatement. Si vous revenez sur le terrain de l'aéroport, vous serez arrêté pour violation de propriété criminelle. Arrêté ? Sa voix a craqué. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Tu vas me faire arrêter parce que je voulais parler à mon petit ami ? Ex-petit ami, ai-je dit doucement. Et là, le masque a volé en éclats complètement. Pas en larmes, mais en rage. Tu sais quoi ? Très bien. Parfait. Tu es exactement aussi ennuyeux et pathétique que ce que je disais. J'ai évité le pire. Tu m'as rendu service. Les agents ont échangé un regard. Ils avaient déjà vu ce genre de choses. Madame, vous devez nous suivre, a dit la plus jeune. Ils l'ont escortée vers la sortie. Sa voix ricochait sur les murs tandis qu'elle partait. Tu n'es rien, Nicolas. Rien. Tu vas crever tout seul dans ta triste petite vie. Les portes se sont refermées derrière eux. Le hall est redevenu silencieux. La réceptionniste a laissé échapper un long soupir. C'était intense. J'ai hoché la tête. Merci d'avoir tout documenté. Bien sûr. Vous voulez que je vous envoie les copies des rapports d'incident par mail ? S'il vous plaît. Elle a hésité. Je peux dire un truc off. Allez-y. Ma sœur est sortie avec un gars comme ça pendant 3 ans. Il y retournait tout le temps, pensait qu'elle changerait. Il a perdu sa maison, ses économies, la plupart de ses amis. Elle a secoué la tête. Ce que vous faites, partir proprement et ne pas regarder derrière, c'est le plus dur. La plupart des gars n'y arrivent pas. Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai juste dit, dites à l'ex de votre sœur que j'espère qu'il trouvera la solution. Il ne la trouvera pas, mais vous l'avez trouvée. Je suis retourné au hangar. Mon superviseur m'a jeté un regard quand je suis passé. Ça va ? Ouais, ça va. Et c'était vrai. 4 jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée à mon appartement. J'avais engagé un autre avocat. Celui-ci a envoyé une mise en demeure formelle de cesser tout contact en mon nom, payé avec l'argent que j'avais économisé en ne finançant pas la vie de quelqu'un d'autre pendant 5 mois. La lettre était simple. Aucun contact. Aucun tiers. Aucune tentative de me joindre via le travail, la famille ou les amis. Toute violation entraînerait une demande de protection judiciaire et des poursuites pour harcèlement. J'ai signé l'accusé de réception, je l'ai ajouté au dossier. Le dossier qui contenait les rapports d'incidents du travail, la documentation de l'interdiction de périmètre, ses SMS menaçants, les messages vocaux de sa mère, la mise en demeure originale et ma réponse, les copies de tous les relevés financiers montrant mes contributions à la relation. 2 ans de vie avec Amandine réduit à une chemise cartonnée de 3 cm d'épaisseur. Documentation complète de qui elle était vraiment quand le spectacle s'est arrêté. Le lendemain matin, j'ai reçu un dernier SMS. Numéro différent. Probablement une carte prépayée ou le téléphone d'une amie. Pas de mots cette fois. Juste une photo. C'était elle, debout devant ce qui ressemblait à la maison de sa mère. Le visage bouffi. Les cheveux tirés en arrière. Portant un jogging et un vieux sweat. Tenant une feuille de papier. Sur le papier, une seule phrase écrite au marqueur, « Je suis désolé ». J'ai regardé la photo pendant 30 secondes. Puis j'ai bloqué le numéro, supprimé la photo, ajouté une note au fichier numérique. Dernière tentative de contact via numéro inconnu. Bloqué. Aucune réponse donnée. J'ai fermé le fichier. J'ai fermé l'ordinateur. C'est là que j'ai su qu'elle n'en avait pas fini. Mais moi, oui. Pas parce qu'elle avait arrêté d'essayer, mais parce que je ne ressentais plus rien du tout quand elle le faisait. 8 mois après avoir quitté le Renard de Bronze, j'ai signé l'acte de vente d'une maison de ville des années 40 dans une rue calme et arborée. 3 chambres. Un garage double indépendant plus grand que mon ancien appartement. Un atelier à l'arrière. Un perron avec assez de place pour une chaise et mes pensées.
La maison avait besoin de travaux. La cuisine était restée bloquée dans une autre décennie. Les parquets grinçaient sous le poids de 70 ans d'histoire. Mais les fondations étaient solides. Et c'était, par définition, le début d'une gentille petite vie. L'ironie ne m'échappait pas. Mais ça ne me dérangeait pas non plus. Ma carrière se portait à merveille. Mon rôle de chef mécanicien s'accompagnait d'une augmentation. J'encadrais 2 jeunes techniciens. Plus d'avions, des travaux plus complexes, plus de satisfaction. Julien passait régulièrement pour bosser sur des projets. Le club de moto était redevenu une habitude. De longues virées dans l'école de montagne. Des gens qui étaient là pour rouler, pas pour faire une performance. J'avais commencé à voir quelqu'un, Camille. Je l'avais rencontrée lors d'une soirée de charité dans un musée de l'aviation. Elle travaillait dans la restauration d'avions, spécialisée dans les coucous de la Seconde Guerre mondiale. Notre première conversation avait duré 2 heures et portait entièrement sur la recherche de pièces d'origine pour des moteurs vintage. Au 3e rendez-vous, elle a repéré une micro-fissure dans une pipe d'admission sur mon projet de moto que j'avais raté. Pas de drame, pas de spectacle, juste 2 personnes qui s'appréciaient vraiment. Samedi matin. Je remplaçais le robinet de la cuisine. La radio en fond sonore. Mon café refroidissant sur le plan de travail. Mon téléphone a vibré. Un message de Camille à propos d'un stabilisateur de PL51 qu'elle voulait me montrer. J'ai souri. Un vrai sourire. Le genre de sourire qui vient facilement quand on n'est pas en train de jouer la comédie pour quelqu'un qui ne vous apprécie pas. J'ai empoché le téléphone. Je me suis assis sur mon perron arrière. J'ai regardé une bus décrire des cercles au-dessus de ma propriété. Quelque part à l'autre bout de la ville, Amandine était probablement encore en train de préparer son prochain coup. Et moi, j'étais assis sur mon perron, dans ma maison, prévoyant ma soirée avec quelqu'un qui appréciait vraiment qui j'étais. Cette petite vie ennuyeuse qu'elle aurait préféré mourir plutôt que de vivre, il s'avère qu'elle est plutôt géniale.